Souleymane Niang. On s'achemine donc vers un contentieux entre l'État et l'entreprise chinoise en charge des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis. Le ministre de la Pêche annonce une procédure judiciaire contre la société China Harbour Engineering Company qui n'a pas respecté ses engagements contractuels. Cette entreprise risque d'être écartée définitivement des marchés au Sénégal. La synthèse dans un instant avec El Hadj Ndiogou Diène qui nous fait donc la synthèse de sa discussion avec le ministre de la Pêche. Très remonté, le ministre de la Pêche l'est contre la China Harbour Engineering Company. Cette entreprise a abandonné les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis sous prétexte qu'elle ne peut pas exécuter le marché au prix et au délai fixé, 3 mois et demi pour 7 milliards 242 millions de francs CFA. Alioune Ndoye considère comme de l'amateurisme et manque de considération la démarche de cette société. Il précise que chèque avait été choisi à la suite d'un appel d'offres international auquel toutes les grandes entreprises du secteur dans le monde avaient soumissionné. Et les Chinois avaient accepté les clauses du contrat, mais des clauses que l'entreprise n'a jamais respectées puisque le matériel pour les travaux n'est même pas arrivé au Sénégal, révèle Alioune Ndoye, raison pour laquelle son contrat a été purement et simplement résilié malgré les tractations menées par Tchèque pour sauver sa peau. Cependant, l'entreprise chinoise n'entend pas se laisser faire, tout comme l'État qui compte user des voies légales par rapport à cette situation. D'après le ministre de la Pêche, les juridictions compétentes seront saisies et en plus l'État va demander que la China Harbour Engineering Company soit blacklistée au Sénégal, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus gagner de marché dans notre pays. Les travaux de la brèche devaient en principe prendre fin ce mois de mars pour régler le problème de cette brèche qui a déjà fait près de 500 morts depuis son ouverture en 2003. Cette affaire est au centre d'une passe d'armes entre le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, et le ministre en charge de la pêche, Alioune Ndoye. Polémique sur laquelle nous reviendrons au cours de ce journal. Restons dans le secteur de la pêche pour parler des statistiques émises hier. Nous en parlions dans ce journal sur le nombre de personnes disparues en mer depuis le début de l'année. Les chiffres de 43 pour l'année en cours, donc de pêcheurs qui ont perdu la vie en mer, sont contestés par les acteurs et les populations de la langue de Barbarie à Saint-Louis. La langue de Barbarie qui paye chaque année un lourd tribut avec des dizaines de morts. Ces acteurs jugent très minimalistes les chiffres officiels et appellent à la vérité des chiffres afin qu'un diagnostic sérieux soit fait pour des solutions parmi lesquelles le dragage de la brèche justement. Mohamed Nabissila. Les chiffres officiels sur les pertes en vies humaines de pêcheurs en mer sur les côtes sénégalaises sont loin de convaincre les pêcheurs de Guet-Ndar. Mahoussen explique que les morts enregistrés par les familles dépassent de loin les statistiques nationales, rien qu'au niveau local. Je ne sais pas comment ils ont eu à faire un décompte pareil, mais en ce qui concerne les côtes saint-louisiennes, allant de Gandiol à Gorumbach, nous enregistrons beaucoup de morts et il ne se passe pas d'intempéries sans qu'on enregistre quelques décès. Ces chiffres sont vraiment à revoir à la hausse. Et Babacar Gueye, dont la famille a été à plusieurs fois éplorée par les dangers de la mer parce qu'issu d'une famille de pêcheurs, les pertes en vies humaines sont incalculables. Proche, j'en ai perdu, nous en avons perdu. Toute la ville de Saint-Louis aussi en a perdu parce qu'à Saint-Louis, tout le monde est parent. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai un ami d'enfance qui a perdu ses enfants. Le plus souvent, c'est la brèche qui est indexée. Mais les causes de décès, parfois aussi, ça s'étend au-delà même de la brèche, en haute mer, avec les intempéries. Parfois, il y a des coulages de certaines embarcations. Et nous invitons aussi par là nos parents pêcheurs à respecter les mesures de sécurité en mer. Les pêcheurs appellent les autorités à la vérité des chiffres et expliquent que le dragage et le balisage de la brèche va atténuer les pertes en vie de pêcheurs en mer. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, partout, tout le temps. Après la libération d'une trentaine de leurs camarades à Dakar et Ziguinchor ces derniers jours, l'administrateur du parti PASTEF et le coordonnateur des Patriotes à Dakar ainsi que d'autres militants arrêtés dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr pourraient également bénéficier d'une liberté provisoire. Les avocats de Birame Souleye Diop, Abbas Fall et autres espèrent une décision favorable du juge d'instruction
ce jeudi. Je rappelle que les juges d'instruction des 3e et 8e cabinets du tribunal de Dakar et celui du tribunal de Ziguinchor ont accordé la liberté provisoire à Guy Marius Sagna, Clédor Sène et à des dizaines d'autres responsables militants et sympathisants, dont 9 personnes à Ziguinchor. Je viens d'apprendre à l'instant même que Abbas Fall, le coordonnateur de PASTEF à Dakar, et Biram Souley Diop, l'administrateur du parti d'Ousmane Sonko, viennent de bénéficier de la liberté provisoire. À Ziguinchor, où il se trouve dans le cadre de ses activités politiques, le secrétaire général national du parti Synergie pour un développement durable, Souleymane Ndiaye, qui est également le directeur des infrastructures aéroportuaires, annonce des emplois pour les jeunes et salue les mesures d'apaisement. Lamine Ba. La libération des jeunes de Bignona et d'autres détenus dans les émeutes de début mars est un bon signe vers la décrispation politique tant souhaitée pour rétablir la paix sociale. C'est le point de vue du secrétaire général national du parti Synergie pour un développement durable. Souleymane Ndiaye invite le front de l'opposition à adopter la même posture de pacification de l'espace politique. Forcément, quand des citoyens qui ont été en détention préventive, quand la justice leur accorde une liberté provisoire, nous saluons cela. Et nous appelons tous les acteurs politiques de travailler dans cette dynamique, d'éviter des discours qui peuvent amener de la tension. Que ce soit l'opposition comme le pouvoir, tout ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est de faire avancer ce pays-là. Donc je pense qu'on doit aller à l'essentiel. Souleymane Ndiaye, qui occupe aussi le poste de directeur des infrastructures aéroportuaires, annonce la création de plusieurs niches d'emploi dans le programme de construction de 13 aéroports à travers le pays. Une façon, dit-il, de traduire en acte l'intention du chef de l'État d'accroître sensiblement les opportunités d'emploi chez les jeunes. Nous confirmons cela. Cette compréhension va se traduire en emploi et en formation avec la construction des aéroports de Ziguinchor, de Saint-Louis, pratiquement 13 aéroports. Les jeunes auront de l'emploi. Et c'est la main-d'œuvre locale également qui sera vraiment privilégiée. Le secrétaire général national du parti Synergie pour un développement durable était hier à Ziguinchor pour rencontrer ses militants en vue d'échanger sur la situation sociopolitique que traverse notre pays. Il a saisi l'opportunité pour attirer l'attention sur la nécessité de préserver l'unité nationale. C'est en référence à des publications qui, à ses yeux, risquent de mettre en mal le vivre ensemble. Slogan propre à notre pays. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Emploi des jeunes, justement. Ce point de presse du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Ces derniers dénoncent avec véhémence le népotisme constaté dans les recrutements pour les sortants de la faculté de droit, que ce soit les magistrats, les huissiers ou encore les clercs. Ils exigent l'organisation de tous les concours et un recrutement massif pour les domaines concernant les diplômés de la faculté de droit. Yves Zalé, coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi, au micro de Nafissa Toussila. On a constaté que les diplômés en droit, ils ont un problème d'insertion. Aussi que les professions libérales étaient verrouillées. Nous avons moins de 600 magistrats, alors qu'au minimum, on devait avoir 1000 magistrats. Nous avons moins de 400 avocats, alors qu'on devait avoir au minimum 600 avocats. Nous avons une cinquantaine de notaires, une cinquantaine d'huissiers. Les commissaires priseurs, il n'y en a presque pas. Les clercs, la profession n'est pas réglementée. Mais malheureusement, les autorités ne nous entendent pas ou les autorités ne sont pas préoccupées par l'insertion des diplômés en droit. Il y a aussi les travailleurs sociaux. Les blocages sont dus à des lobbies qui verrouille les professions libérales surtout, en complicité avec le ministre de la Justice, M. Malick Sall. Parce que M. Malick Sall s'est permis, le 8 février, de signer un arrêté d'aptitude pour 11 huissiers qui n'ont pas fait de concours. Et parmi ces 11 huissiers, il y en a qui avaient échoué au concours précédent. Pour les notaires, c'est la même chose. Le dernier concours a été organisé depuis 2013. Ils sont au nombre de 22. Ils ont terminé leur formation. Ça fait 4 ans. Jusqu'à l'heure où je parle, ils n'ont pas de nomination. Nous ne demandons même pas, nous exigeons l'ouverture du concours, du notariat, du huissier, des commissaires priseurs, mais aussi la réglementation des clercs. Mais aussi, nous demandons un recrutement en masse de magistrats. Au minimum, vous avez entre 600 et 700 diplômés en droit chaque année au Sénégal. Alors que rien n'est fait pour une insertion de ces diplômés en droit. Et par rapport à cela, il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. En quoi faisant en organisant immédiatement tous les concours avec un recrutement massif. Nous ne pouvons pas concevoir que dans ces recrutements, qu'il y ait un népotisme. Et puis la loi sur les prix et la protection du consommateur doit être promulguée. C'est la conviction du syndicat national des agents de l'administration du commerce. Les dispositions de cette loi donnent plus de pouvoir aux agents de contrôle et permettent d'éviter les hausses subites de prix et les pénuries en amont. C'est comme c'est le cas actuellement avec le ciment et d'autres produits. Adama Mohamed Mbaye, secrétaire général du syndicat national des agents de l'administration du commerce, s'explique au micro
micro d'Aminata Goudjabi. Il est constaté donc une flambée des prix sur le ciment et bien d'autres produits. Les agents que nous sommes, nous intervenons sur la base généralement de la loi 9403 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Donc c'est une loi qui est un peu dépassée. Donc il y a des pratiques commerciales et des techniques commerciales nouvelles qui ne sont pas prises en compte par cette loi-là. Donc il y a une réforme qui a été initiée, notamment la loi sur les prix et la protection du consommateur qui apporte des innovations majeures et qui nécessite une promulgation pour entrer en vigueur. Donc avec cette nouvelle loi sur les prix et la protection du consommateur, les agents se verront avec davantage de pouvoir. Il y aura des obligations qui seront supportées donc par les opérateurs économiques. Il y aura également des possibilités offertes aux associations même des consommateurs qui pourront rester en justice contre certains actes. Donc on voit effectivement que la nouvelle loi attendue serait une solution contre ces situations de pénurie qu'on pourrait éviter en amont. Donc si par exemple la situation de pénurie peut être évitée, c'est déjà une bonne chose parce que plus un produit est rare, plus il est cher. Maintenant parce que généralement les pénuries sont provoquées. Pour moi, RFM c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Il y a 9 ans, jour pour jour, Macky Sall était élu à la tête du Sénégal. Réélu en 2019, le président a encore 3 bonnes années pour boucler son second mandat. Mais arrêtons-nous sur le bilan du président de la République. 9 ans de gouvernance, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Mohamed Ali Mouba fait le point. Premier point fort et non des moindres du président Macky Sall, les infrastructures. En 9 ans, il a réalisé autant que Wade, sinon plus. Le BRT, le TER, les ponts, autoponts et autres autoroutes. Le journaliste Hassan Samb. Un ensemble d'initiatives dans le sens justement de réaliser des travaux de grande envergure. C'est comme un peu le pensait Abdoulaye Wade à l'époque. Second, actif à mettre sur le compte du président Sall, le social. Il a réalisé plus d'équité sociale. Le PUDC, le Puma ou encore les bourses sociales, même s'il y a eu quelques difficultés dans la réalisation. Oh là, c'est vrai, les bourses familiales sont souvent citées. Bon, c'est devenu une réalité. Mais aussi dans le cadre du PIDC, on a fait beaucoup de réalisations dans des zones rurales où peut-être l'eau, l'électricité, les écoles, tout cela manquait. La Casamance, qui était une région pionnière en la matière, où effectivement des efforts ont été enregistrés en la matière. Mais les projets ne fonctionnent pas toujours. Vous savez qu'au niveau du PIDC, comme de Promoville et autres, il y a également des blocages au niveau des réalisations, de financement. Au chapitre du passif, c'est la remise en cause des principes démocratiques. Selon le professeur Maurice Souyegyon, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, Macky a fait reculer le Sénégal à ce niveau. Il y avait un fort élan populaire par rapport à des réformes démocratiques. Vous vous souvenez bien qu'en 2008, on avait déjà mis en place les assises nationales. On a eu une charte des assises nationales qui avait fait le bilan. Les assises avaient fait le bilan de toute la gouvernance depuis 1960. Il y a eu la mise en place de la Commission nationale de réforme des institutions qui a englouti 700 millions de nos francs. Et aujourd'hui, aucune réforme sérieuse n'a été faite. Professeur Yon pointe aussi l'hyper-présidentialisation du pouvoir, tare congénitale du système politique sénégalais, mais accentuée par l'actuel président. Où le calendrier électoral n'est pas respecté, où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'organisation des élections, les élections locales qui sont encore renvoyées, les élections législatives, on se pose encore des questions, vont-elles être couplées ou non avec les locales, la présidentielle de 2024, on se pose également des questions, le flou artistique entretenu par le président de la République au sujet d'une éventuelle candidature illégale. Donc quand on ramène tout cela, cela constitue de mon point de vue un cocktail détonnant qui remet en cause fondamentalement les principes démocratiques. Des efforts économiques certains, mais noyés par une gouvernance qui a du mal à se fonder sur l'éthique. Toujours beaucoup de clientélisme, une instrumentalisation aussi de la lutte contre la corruption, selon professeur Yon. Et puis le secrétaire général de la FGTS tire un bilan mitigé de la gestion du président Macky Sall au plan social. Sidi Ndiaye note qu'il y a encore beaucoup de difficultés pour les travailleurs, même si des efforts ont été faits par le gouvernement. Il était l'invité des RFM Matin. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et sous ce rapport, nous voulons qu'on aménage la question de la gestion des crises au niveau donc, de la demande sociale, parce que lorsque les organisations syndicales déposent un préavis, pour respecter la loi et les règlements, il est de la responsabilité de l'autorité d'appeler à des négociations. Mais qu'on n'attende pas la veille
de la grève pour appeler à des négociations. Or, c'est ce qui se fait partout. C'est les mêmes pratiques qui continuent. Donc ça, vraiment, nous déplorons. À la limite, nous dénonçons ce comportement-là parce que nous estimons que ça ne participe pas, n'est-ce pas, à apaiser le climat social dans notre pays. Donc c'est ça le problème numéro 1 que nous avons. Vous prenez le cas des collectivités locales, où nous avons la fonction publique territoriale qui a été mise en orbite depuis 2011 par Aliou Sow, ancien ministre. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes dans le circuit en train de faire les décrets qui n'en finissent pas. Donc le personnel est découragé et les travailleurs se posent des questions. Est-ce que cette fonction publique locale, c'est du virtuel ou c'est une réalité? Donc nous demandons à l'autorité, au ministère des collectivités locales et au gouvernement de nous aider à très rapidement boucler ce dossier pour qu'on puisse passer à autre chose. Et puis, vous le savez, le Conseil des ministres a adopté hier le projet de loi relatif au report des élections locales. Hors de question pour le Front de résistance nationale que les locales soient organisées en 2022. Cette frange du pôle de l'opposition estime que cette proposition de la majorité risque de perturber encore le calendrier républicain, notamment la tenue des prochaines législatives. Saliou Sarr du FRN au téléphone avec Nafissa Toussila. On n'est pas d'accord à ce que les élections locales se tiennent en 2022. Parce qu'au niveau du dialogue politique, nous avions discuté et tous les pôles étaient d'accord, et c'est un accord, pour le respect du calendrier électoral et l'organisation des élections locales en 2021. Et hier, quand on s'est réunis au niveau de la commission politique, tous les pôles et la société civile étaient d'accord pour que les élections locales se tiennent en 2021, sauf le pôle de la majorité qui voulait qu'on dise au plus tard dans 11 mois. Alors que dans les discussions sur le plan technique, on a montré qu'on pouvait avoir moins de 9 mois pour organiser les élections en respectant tous les délais légaux. Et même l'administration l'a confirmé en disant que, par exemple, si on raccourcit le délai de l'évaluation du processus qui doit démarrer au 1er avril, on pouvait parfaitement être dans 2021 pour organiser les élections. Donc, on ne comprend pas pourquoi le pôle de la majorité de pouvoir veuille organiser les élections en 2022. En tout cas, le pôle de l'opposition n'est pas d'accord et condamne cela parce qu'on ne souhaiterait pas. On a fait un report pour les élections locales. On ne souhaite pas reporter, aller en 2022 et que cela puisse avoir des conséquences sur les élections législatives. À 12h19, les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19, 5 décès ont été enregistrés, 28 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Sur 1571 tests effectués, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,70%. Il s'agit de 47 cas contacts et 74 cas communautaires. 303 patients ont été déclarés guéris et libérés. Les activités de vaccination ont démarré il y a un mois. Le ministère de la Santé juge satisfaisant le rythme et pense atteindre dans une semaine la couverture totale pour les personnes qui doivent recevoir les 2 doses de Sinopharm. D'autres lots de vaccins seront reçus au mois de mai. Le risque de rupture est partout, mais le directeur de la prévention rassure, le Sénégal va recevoir assez de doses cette année. Le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye, est avec Awambaye. Le vaccin Sinopharm qui est arrivé en premier lieu, donc qui a été essentiellement utilisé pour le personnel de santé première ligne d'abord, c'est eux qui étaient ciblés en premier lieu. On peut dire que pour l'essentiel, l'ensemble de ces personnes se sont vaccinées et que pratiquement, aujourd'hui, ceux qui sont à leur deuxième dose, qui sont en train de prendre leur deuxième dose, ils sont au nombre de 33 000 personnes. Or, on doit aller jusqu'à 100 000 personnes, n'est-ce pas? Donc, 33 000 personnes, n'est-ce pas, compris, c'est tout confondu, parce qu'il y en a qui ne sont pas également peut-être de la première ligne et qui ont pu bénéficier de ces doses, hein, un peu, même si c'est assez négligeable. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les gens ont entamé la deuxième dose de Sinopharm et on est pratiquement à 33 000 personnes. Donc, je veux dire que peut-être dans une semaine, on pourra atteindre, on va couvrir pratiquement les 100 000 personnes qui devaient prendre cette deuxième dose de vaccination contre la COVID-19 pour ce qui est dit Sinopharm. Pour ce qui est, par exemple,
de AstraZeneca. Les doses qui étaient mises en place au niveau des régions, on est aujourd'hui pratiquement près de 43% des doses ont été consommées par les régions et les districts. Oui, nous pensons que par rapport à nos prévisions, nous sommes toujours encore optimistes par rapport à ça et qu'au mois de mai, nous attendons également un complément assez important par rapport à l'initiative COVAX. Un peu moins de 1 million de doses, près de 800 000 doses sont attendues déjà dans le mois de mai. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. En Côte d'Ivoire, premier procès du massacre de Duékoué. Le procès s'est ouvert hier au tribunal criminel d'Abidjan. À la barre, Amadou Ourémi, ancien bandit et trafiquant des montagnes de l'Ouest. Il aurait prêté main forte aux ex-rebelles lors de la conquête de cette région en 2011. Plusieurs centaines de morts lors de ce massacre Gobia et Abi. Le procès d'Amadou Ourémi, chef de guerre et considéré comme la terreur du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, s'est ouvert le 24 mars 2021 et se poursuit ce jour. Pour la petite histoire, c'était le 28 et 29 mars 2011 que des individus armés ont pris possession de la ville de Duékoué dans le Grand Ouest ivoirien et ont massacré les populations guérées et ouées de cette localité. Selon la Croix-Rouge, elles étaient plus de 800 victimes abattues sommairement, composées majoritairement de jeunes et vieillards. Le 18 mai 2013, Amadou Ourémi, qui régnait depuis déjà 10 années en maître incontesté, est arrêté dans la forêt du Mont Péco. Environ 24 chefs d'accusation à sa charge, notamment des faits de crimes de guerre, génocide, meurtre, viol, pour ne citer que ceux-ci. Au cours du procès, l'accusé a clairement pointé la responsabilité des chefs militaires de la rébellion de l'ouest du pays. Interrogé successivement par le président d'audience, puis le procureur et enfin sa défense, sur ces faits, le chef de guerre a nié avoir participé au massacre des populations de la localité. Il a toutefois reconnu avoir constaté un grand nombre de corps jonchant le quartier Carrefour de Duékoué à son arrivée sur les lieux. Une décennie après l'histoire de la rébellion au grand jour, la chaîne de commandement, la stratégie, les tueries massives, les responsabilités devant le tribunal. Ici à Abidjan, Gobia Iabi, RFM. Et à propos de l'affaire Gbagbo Blé Goudé, c'est le 31 mars prochain que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale va rendre son arrêt en appel. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance avait acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en 2010 et 2011. Mali, une marche demain vendredi pour demander le départ des troupes étrangères. Une marche à Bamako, la capitale, à l'initiative du mouvement Yéré Wolé, debout sur les remparts. C'est pour demander donc, vous l'avez dit, le départ de l'armée française et des forces onusiennes du territoire malien. Selon le porte-parole du mouvement, le Mali est victime d'une agression coloniale. La marche est prévue après la prière du vendredi en Libye. Un lieutenant du maréchal Khalifa Haftar, tué hier à Benghazi, Mahmoud Al-Werfali, a été abattu de plusieurs balles. Il se trouvait dans sa voiture lorsque des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur lui. Mahmoud Al-Werfali était visé par 2 mandats de la Cour pénale internationale, 2 mandats d'arrêt. Donc, il était accusé de crimes de guerre, torture, traitement cruel et crimes contre l'humanité et d'autres crimes inhumains. Aux États-Unis, pour terminer, la Virginie a aboli hier la peine de mort et devient le premier État de l'ancien Sud ségrégationniste à mettre fin à l'application du châtiment capital. La Virginie possède le record d'exécution dans l'histoire américaine. Depuis 1608, la Virginie a exécuté 1391 condamnés selon le Centre d'information sur la peine de mort, plus que n'importe quel autre territoire américain. Georges Déthié Diop, merci, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Faut-il revoir le calendrier électoral dans le sens d'organiser des élections générales, quitte à rapprocher l'élection présidentielle? Nous poserons cette question à nos 2 spécialistes du jour. À point de vue, ce sera dans une dizaine de minutes. RFM Sport.
Le journal des sports avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane Niang, et bonjour à tous. Congo-Sénégal se prépare bien dans la tanière. Les Lions s'entraînent pour la dernière fois ce soir. Et c'est dans la perspective de la rencontre prévue demain à partir de 16h GMT, comptant bien entendu pour la 5e et avant-dernière journée des phases de qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Prévu au Cameroun, c'est en 2022. Les Lions, déjà qualifiés pour les joutes continentales, auront certainement à cœur de consolider leur première place. Pour ce match, le sélectionneur a fait appel à de nouvelles têtes, notamment le portier Sénidien et le défenseur Fodé Ballo-Touré, tous heureux de porter le maillot national avec bien des ambitions. On les écoute. Je suis surpris de son appel et on a bien parlé. Ça m'a encore plus motivé de venir dans l'équipe du Sénégal. Il m'a expliqué comment ça allait se dérouler, qu'est-ce qu'on allait faire, les projets du futur. J'ai choisi le Sénégal parce que déjà ma mère elle est sénégalaise et j'ai vécu avec ma mère toute mon enfance jusqu'à là à présent. Et j'ai voulu rendre fier ma mère pour tout ce qu'elle m'a fait. Et j'ai pas hésité de venir au Sénégal. Je suis prêt à 100% à me donner pour la nation. C'était devant 2 semaines. Mon téléphone a sonné et c'était le coach. Et on a parlé et il m'a dit qu'il veut me sélectionner. Et j'étais très content. Il y a de très bons gardiens dans ces postes. Mais je vais essayer de suivre leur part et faire mieux. Vous venez d'entendre en fin d'interview donc le portier sénégalais qui évolue en Angleterre en 2e division à Kipuar. Il s'agit de Sénidien, mais avant lui, vous avez entendre donc Fodé Ballo-Touré, sociétaire de l'AS Monaco, club de Ligue 1 française. Les attentes à présent des supporters de l'équipe nationale, même qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le 12e Gaïndé exige une bonne prestation des Lions demain à Brazzaville. Tous espèrent voir de nouvelles têtes dans la tanière. Reportage signé Omar Mbow. Comme toujours, les Sénégalais ont encore hâte de voir Sadio Mané et compagnie à l'œuvre vendredi contre le Congo. Cette confrontation entre Diable Rouge et Lions de la Teranga est devenue le sujet de discussion autour du thé. Non, merci beaucoup. Merci. Ces jeunes trouvés à leur grand place débattent avec passion. Le dernier, on ne sait pas le dernier, on rejoint le groupe. Abdul Aziz Diatta exige des Lions un bon résultat. Bien que le Sénégal est qualifié, mais il faut faire le maximum. Il faut que vraiment gagner beaucoup de points pour montrer que vraiment on est au top. Surtout pour conserver sa place de première position. Ça c'est important parce que on classe les équipes. Il faut que le Sénégal montre sa position. Ces amoureux de la balle orange viennent de terminer leur match de basket. Mais la rencontre de demain leur intéresse à plus d'un titre. Parce que Parmi eux, Mamadou Fadiga, il attend beaucoup des nouvelles recrues de la tanière. Capi, comme le surnomment ses amis, donne un aperçu sur le classement. L'arrivée de Abdou Diallo va permettre à Sabali de retourner à son poste. Mendy Nampalis Mendy va renforcer aussi le milieu de terrain avec Krimpin et Ghana. Capi a déploré l'absence du portier Edouard Mendy. Le Sénégal, avant même de jouer à Brazzaville, s'est déjà qualifié, mais les Lions, pas encore rassasiés, veulent réussir un bon résultat pour imposer encore leur suprématie dans le groupe. Je compte beaucoup sur les nouveaux. RFM Djedjewaye, Omar Mbow. L'avant-dernière journée se poursuit cet après-midi. Avec les rencontres suivantes, celle-là va démarrer à 13h déjà et ce sont les îles Comores en pole position pour gagner une première qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique. Donc ce sont les Comores qui vont accueillir le Togo. Un match nul suffirait aux Comoriens. À noter qu'à 16h, l'autre série de rencontres, le Gabon qui va en découdre avec la République démocratique du Congo dans un derby de l'Afrique centrale. L'Angola est en déplacement à Banjul pour y jouer à 16h. La Gambie, Afrique du Sud, Ghana à 16h. C'est la constitution choc. Botswana accueille à la même heure le Zimbabwe. L'Égypte est en déplacement au Kenya à partir de 16h. Libye, Tunisie pour un derby entre voisins à partir de 19h. À la même heure, la Zambie va jouer contre l'Algérie, championne d'Afrique, et puis la Tanzanie qui se déplace plutôt à Bata pour y croiser la Guinée équatoriale. Coup d'envoi prévu à partir de 19h. Qualification au mondial zone Europe, des matchs au programme. Oui, à partir de 17h déjà, la Bulgarie qui va accueillir la Suisse, le Danemark à la
même heure, est en déplacement en Israël. 19h45, Andorre-Albanie. Autriche est en déplacement en Écosse. L'Angleterre qui va accueillir Saint-Marin. Hongrie joue contre la Pologne. Les îles Féroé sont en déplacement en Moldavie. L'Italie qui va accueillir à la même heure, 19h45, Irlande du Nord. La Géorgie joue en Suède. L'Espagne accueille la Grèce. Liechtenstein joue contre l'Arménie. L'Islande est en déplacement en Allemagne. Et puis, la Roumanie va accueillir à partir de 19h45 GMT Macédoine du Nord, Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour à l'actualité avec cette polémique autour de la résiliation du contrat de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis. Passe d'armes sur les réseaux sociaux entre le coordonnateur du Forum civil et le ministre de la Pêche. Synthèse des échanges avec Koumassanian Faye. Suite à une correspondance adressée au ministre pour l'aviser, l'autorité avait marqué toute sa déception avant de résilier le contrat. Et justement, c'est ce mot déception qui ne semble pas convaincre le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, via un post sur sa page Facebook. Birahim signale qu'une entreprise chinoise ne renonce pas aussi facilement à un marché. Selon lui, le ministre des Pêches ne peut pas se limiter à évoquer une déception. Il doit aux Sénégalais des explications objectives. Des écrits toujours du coordonnateur du Forum civil. Une brèche qui a fait 480 morts depuis 2003 n'est pas un jeu et que l'État du Sénégal est dans le contractuel dans ce projet. À ce poste, le ministre répond via un poste lui aussi. Alioune Ndoye se demande finalement de qui est-il le porte-voix ce monsieur, s'adressant à Birahim Seck. Je cite, avec une malhonnêteté évidente dans la démarche, car ne se faisant aucun scrupule quand il s'agit de jouer sur les suspicions pour donner sens à sa mission. Il est clair que M. Seck ne s'intéresse nullement à la vérité, ne se renseignant jamais avant de jongler avec les discrédits, surtout pour les dossiers les plus évidents et qui ne demandent aucune expertise pour leur compréhension, puisqu'il aime interpeller au nom du peuple et qu'il s'exerce au nom de ce même peuple à ce simple jeu de transparence en nous disant à la solde de quel gourou est-il et les sources de ses financements. Fin de citation. Une telle publication s'affiche sur la page Facebook de Alioune Ndoye. Et juste les minutes qui suivent, Birahim Seck répond, je cite, Monsieur le ministre Alioune Ndoye, neutralisez votre gourou débordant et légendaire car l'exigence de reddition des comptes techniques et financiers dans cette affaire de brèche mortelle a de beaux jours devant nous. Pour une fois, Monsieur le ministre, soyez à la hauteur de votre mission. Les attaques personnelles me laissent toujours de marbre. Les Sénégalais ont besoin d'explications objectives sur le renoncement au marché de 7 milliards par les Chinois, pas autre chose. Ndank Métioul. La presse de ce jeudi 25 mars 2021, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, les locales reportées. On voyait venir. Mais hier, constate le journal Le Quotidien, le Conseil des ministres a fini par officialiser. Décision logique mais qui exprime aussi un fort amateurisme de la part des autorités politiques, soupire le journal qui parle d'énième report. Alors, à quelle date vont se jouer les prolongations? Personne ne sait. Désaccord total entre les acteurs sur la prochaine date. En effet, le pouvoir veut rouler jusqu'en 2022 quand l'opposition, les non-alignés et la société civile prennent des quatre fers sur l'année en cours, écrit le journal Les Échos. Les locales reportées, le Front de résistance nationale dénonce une énième forfaiture et met en garde le pouvoir contre d'éventuelles conséquences bûcheronnes Vox Populi. Lequel confrère parle de mirage qui recule toujours. Les parties prenantes, incapables d'accorder leur violon, Macky Sall sur le point de saisir l'Assemblée nationale pour trancher net le nœud gordien, énonce le journal Source. Mon confrère relève que le gouvernement du Sénégal a décidé de soumettre incessamment un projet de loi à l'Assemblée qui va trancher dans le vif la question. Vu la majorité mécanique, l'opposition est assurée de perdre le combat, prédit le journal. En attendant, les acteurs se déchirent, constate pour sa part le journal Enquête. Le vent de décrispation du climat politique qui se poursuit au Sénégal avec Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène qui sont libres depuis hier. Macky tient sa promesse aux religieux bûcherons du coup, le journal a sa promesse tenue, signale sans flonflon le journal Les Échos. Le Noyanoy à mode fast track s'emporte le journal Source.
Tous ont obtenu donc une liberté provisoire et le journal L'Observateur parle là à son tour de preuve de la décrispation. On peut voir les photos de Guy Marius Sagna, d'Assane Diouf, baluchon en main sortis tranquillement du camp pénal, accueillis par des parents et des amis. À peine sorti de prison que Clédor Sène prend date. Il affirme n'être tenu à rien par un quelconque appel au calme. À lire les premiers mots de Clédor Sène dans l'Observateur, à lire aussi dans l'Observateur les conséquences des dernières manifestations au Sénégal, les victimes collatérales du feuilleton Adji Sarr Ousmane Sonko. Plus de 2000 emplois suspendus à Total. Des travailleurs contractuels à Auchan remerciés. Plusieurs milliards de francs CFA de perdus. Le feuilleton Adji Sarr Ousmane Sonko qui se joue à nouveau à l'Assemblée nationale. Un épisode sur le recours en annulation des poursuites contre le leader de PASTEF formulé par des députés de l'opposition. Sud Quotidien qui donne l'information note qu'il y a toutefois peu de chances que ce recours prospère, qu'il aboutisse. Le journal note dans la foulée que le bureau de l'Assemblée nationale va en profiter pour se pencher sur le sort du professeur Issa Sall qui vient de démissionner du parti de l'unité et du rassemblement pur en créant sa propre formation politique. Justement, celle d'Idrissa Seck, le Rewmi. Le journal Tribune se penche sur les démissions en cascade dans ces partis. En une semaine, relève le journal, 3 militants et non des moindres claquent la porte. Il s'agit de Badara Gadiaga, Déthié Fall ou encore d'Abdoulaziz Mbodj. Idi, accusé de mépris et de clientélisme et de népotisme. Affaire Fatou Kiné Ndiaye, maire baignée au cœur du cartel. Le journal Libération qui s'y colle note que Locretis est entré dans la danse. 2 dealers ont été arrêtés. Maire baignée recevait les photos de tous les colis avant leur envoi au Sénégal. Plusieurs GP victimes du même réseau énonce encore le confrère. Sport pour boucler. Contre le Congo et l'Eswatini en éliminatoire de la CAN 2022, Aliou Cissé a ratissé large en convoquant plusieurs nouveaux comme Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Abdallah, Sima ou encore Pape Matar Sarr. Selon le journal Stade de toujours, doté de grosses qualités, les nouvelles recrues, selon toujours le Stade quotidien, devraient permettre au Sénégal de bâtir une solide équipe et régner sur l'Afrique. À lire aussi l'interview d'Abdou Diallo, le défenseur des Lions, dans le journal Record. Il explique pourquoi il a choisi le Sénégal. Dans le journal Sunulamb, mon confrère s'intéresse au combat de l'acte 2 contre Eumeu Sène. Le journal nous dit que l'acte 2 est à l'épreuve de Dof Douer. Bonne lecture.